Bonjour à toutes et à tous. Je suis Simon Chupin et bienvenue au public du festival Transfo qui va passer avec nous la prochaine heure et demie pour parler des initiatives solidaires nées grâce au numérique. L'après-confinement pose des questions. Que faire des semaines qui viennent de se passer? Faut-il les voir comme une parenthèse désenchantée? Faut-il en tirer des leçons, les oublier ou au contraire en faire l'acte fondateur d'un nouveau monde? Je suis doctorant en histoire. Si j'ai choisi cette voie, c'est parce que j'aime étudier la société, voir l'évolution des interactions humaines, le monde changer. À partir de ce constat, somme toute très simpliste, il y a une vérité. Le monde qui nous entoure est constamment en changement, et cette période depuis mi-mars nous pousse à réclamer du changement. Comme si un retour à l'état d'avant n'était ni envisageable ni souhaitable. Je ne sais pas si cela serait une bonne chose ni une mauvaise. Je pense simplement qu'il faut accepter que certains événements nous motivent dans un élan collectif à imaginer demain. Pour beaucoup de personnes, dont moi, un meilleur avenir serait en partie possible grâce à une meilleure compréhension des technologies qui nous entourent. Et parmi les problématiques qui sont apparues lors du confinement, il y a eu celle de la pénurie des masques pour la France. Difficile de livrer tous les acteurs qui ont dû lutter et continuer de travailler hors de chez eux. Des initiatives ont commencé à voir le jour, les makers, des amateurs de bricolage revendiquant une philosophie centrée sur le partage des connaissances et une approche do-it-yourself se sont donc réunis de manière virtuelle pour s'organiser dans chaque ville afin de mettre à profit leurs compétences pour aider à fabriquer des masques, des visières, du gel. Après cette période de confinement, et toujours dans un contexte de crise sanitaire, il me semble intéressant de donner la parole à ces personnes qui ont œuvré pendant la période du confinement à fabriquer de la solidarité pendant ce moment de crise. Je vais avoir le plaisir de converser avec plusieurs acteurs du monde maker. Donc nous aurons Damien Bouévin, coordinateur de l'association Néméton, Pierre-Thomas Doutre du réseau Visière Solidaire, Manuel François, coordinateur CHU du RAFU, le réseau des ateliers de fabrication de Grenoble, Pauline Génard, membre de l'association Entraide Maker France, et Clément Jacquelin, lanceur de l'initiative 3D Champion. Et pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Manuel François et Pauline Génard. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Ma première question est de savoir comment allez-vous après tous ces mois intenses? Je commence. Bon, eh bien, ça a été long. Ça a été long et je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti, mais ça a été initialement quelque chose de très prenant. Nous ne faisons pas partie directement des équipes de soins qui sont confrontées en réanimation, mais on sentait quand même dans tout l'hôpital et dans tout notre entourage une tension qui montait de façon lancinante. L'été s'est passé de plutôt bonne façon. Et on reste sur nos gardes avec ce qui nous arrive pour l'automne. Moi, personnellement, c'est aussi compliqué, que ce soit personnel, professionnel ou même étudiant. Quand on doit porter le masque intérieur, extérieur des établissements ou même partout, c'est très fatigant en fait. Donc, ouais, c'est très fatigant depuis le déconfinement. Donc, merci d'être sur ce plateau. Merci d'être là malgré la fatigue de ces derniers mois. Est-ce que, pour une première question, pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément ces termes Maker, Fab Lab dont on va parler, est-ce que vous pouvez nous faire une définition un peu rapide des deux concepts? Alors, les makers sont des gens, comme vous nous en avez parlé un petit peu en introduction, que je qualifierais à titre personnel de dévoués, de désintéressés, pour faire progresser notamment la cause commune. C'est des grands mots, mais en gros, pendant cette crise, on a eu vraiment un grand élan de solidarité naturelle et tout coulait de source, alors que tout autour, c'était un peu moins rose. C'est quelqu'un qui pense et qui fabrique, quoi, en gros, pour être plus générique. Et un Fab Lab, du coup, c'est là où les makers fabriquent? Le laboratoire, en effet, de fabrication, donc justement de ces trouvailles imprimées en 3 dimensions en général. D'accord, très bien. Alors, ma question sera pour Pauline Génard. Vous faites partie de l'association entraidemakerfrance.org. Comment s'est lancé ce projet? En fait, on fait partie, donc tout le bureau de Entraide Maker France faisait partie d'un réseau qui s'appelle Maker Covid, Entraide Maker Covid-19, pardon.
Et en fait, on s'est dit que c'était compliqué pour les makers de se réapprovisionner en filament plastique. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils soient réapprovisionnés plus vite. Donc les petits makers qui produisent chez eux en général. Et du coup, on a travaillé avec une entreprise française qui est située au Havre, qui s'appelle Francophile, avec qui on a, enfin personnellement j'ai encore gardé des contacts, et on a distribué à peu près pas loin de 90 kilos de PLA, donc le plastique, en 3 mois, de avril jusqu'à juin-juillet. Et ces filaments en plastique, est-ce que vous pouvez nous en parler? À quoi ça sert dans la fabrication? Et bah, ça a servi à fabriquer les visières, et surtout les visières. Et c'est du filament. Alors, j'ai eu la chance de visiter l'usine de Francophile. Du coup, en fait, c'est des billes de plastique qui font fondre, enfin sécher, fondre, qui colorisent sur place. En fait, tout est fait sur place. Et du coup, voilà, et ça a servi surtout pour les visières qui ont été distribuées partout en France. D'accord, je vous remercie. Manuel François, donc vous travaillez au CHU de Grenoble Oui. et vous avez été coordinateur en fait RAFU CHU, on va dire. Et concrètement, que faites-vous dans cette structure et qu'est-ce que ça a représenté pour le réseau de participer en fait à cette aventure entre le CHU et le RAFU? Alors, moi, je suis masseur kinésithérapeute au CHU de Grenoble. Je travaille en chirurgie de la main et des brûlés. C'est un service où on confectionne des attelles qui nous aident à positionner principalement donc, les mains suite à des chirurgies, à des accidents de la vie de tous les jours. On est un petit peu des touche-à-tout, des bricoleurs, déjà initialement. Et il y a quelques années, j'avais eu contact justement avec des gens du réseau pour confectionner des attelles avec justement un but pour des enfants qui avaient des malformations, etc. Et je pense que pour le RAFU et pour l'intégralité des étudiants et des professionnels du secteur qui se sont joints, bien malgré moi, autour de cette initiative, ça leur a permis réellement de mettre en œuvre au jour le jour leur, l'envie qu'ils avaient d'aider, l'envie qu'ils avaient de donner quelque chose de gratuit et d'aider vraiment au jour le jour soignants et autres, alors qu'on était dans une position et dans une crise qui était sensible. Très bien. Et au quotidien, le RAFU, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, au quotidien, je ne fais pas partie personnellement du RAFU, mais c'est une structure en fait qui imprime des objets, qui imprime par exemple des prothèses, par exemple pour des enfants qui ont, comme on en a parlé un petit peu, des agénésies, qui ont des problèmes de développement au niveau de la main. Et donc, notamment avec la team Grenable qui fabrique ça, c'est un ensemble donc de fabricants, de makers personnels et institutionnels qui permettent de créer ce genre d'objets. Très bien, merci. Et alors, question à vous deux. Pourquoi vous vous êtes dit pendant le confinement, je veux participer, je veux aider? Parce que le confinement, quand on est une hyperactive, c'est très compliqué. Je suis une hyperactive et rester chez moi, c'était juste pas possible. Et j'avais envie d'aider parce que c'est dans ma nature. Et du coup, Entraide Maker France a été créé. Et du coup, je me suis investie pendant 3 mois là-dedans. J'avais arrêté les cours, donc j'avais pas de cours en distanciel. Du coup, voilà, je travaillais plus parce que du coup, je travaillais dans la garde d'enfants, donc j'avais plus à travailler. Et voilà. Alors moi, je rejoins un petit peu Pauline sur cette envie d'aider. Ça fait partie un petit peu de ma formation et puis de mon engagement professionnel. Et il s'est avéré qu'on était en manque grave en début de crise de masques et d'équipements de protection individuelle. Et j'ai eu à effectuer des gardes en réanimation. Et ces gardes, avec des masques en quantité très limitée, m'inquiétaient, je vous l'avoue. Et j'ai cherché justement un moyen de protection supplémentaire. Alors je ne suis pas allé chercher bien loin. Dans les médias, on voyait beaucoup de soignants, notamment en Asie et en Chine, avec des visières de protection. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en acheter? Ça a été compliqué, les circuits d'approvisionnement étaient vraiment compliqués. Et j'ai réfléchi, je me suis rappelé justement qu'on avait eu il y a quelques années un contact avec des makers de Grenoble. Et l'idée naît de là. Voilà.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, vos structures, on va dire votre coordination, ont permis pendant le confinement de faciliter le travail des makers en leur apportant un soutien logistique. Est-ce que vous sentez un changement dans le regard du public un peu éloigné de ces questions, on va dire le grand public, au sens un peu trivial du terme, depuis ces derniers mois? Je pense qu'en effet, ça a mis en lumière toute une communauté qui jusqu'à présent était un petit peu dans l'ombre, peut-être éloigner un petit peu l'image du doudingue, un petit peu professeur tournesol dans sa cave qui fabrique des choses et réellement mis en lumière que c'est des gens qui pouvaient apporter beaucoup et rapidement, adapter beaucoup de choses, très rapidement, rebondir et avoir une force de proposition très très intéressante. Et justement, au niveau du CHU, des professionnels de santé, ce rapport, on va dire, à des masques, à des visières qui ne sont pas forcément à la base homologuées comme eux peuvent les avoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez senti au fil des semaines et des mois quand même un regard différent autour de tout ça? Alors, on est dans une situation où initialement on était dans une inquiétude extrêmement forte, je pense, au niveau institutionnel. Ça a, dans un tout premier temps, aidé à rassurer beaucoup de professionnels. On a eu beaucoup de contacts avec des kinés de réa qui nous ont dit ah bah, je me sens un petit peu mieux avec. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais pour toute une part et toute une frange, pas que des kinés, mais des équipes soignantes, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins même, lorsqu'ils intubent par exemple, se sentaient en effet, pour certains, beaucoup plus rassurés avec cet équipement de protection. Pour certains, ils continuent toujours à l'utiliser, d'autres le laissent un petit peu de côté, mais je pense qu'en effet, ça a beaucoup changé le regard sur les makers. Et maintenant que nous sommes dans une période différente du confinement, toujours en crise sanitaire, mais est-ce que vous envisagez d'autres actions orientées crise Covid, ou en tout cas, est-ce que ça vous a donné des idées de solidarité, même hors de la question coronavirus et Covid? Est-ce que ça vous a donné envie de continuer à réagir comme ça à des crises et des choses comme ça? Alors moi oui, parce que étant malentendante et lisant sur les lèvres, c'est très compliqué avec le masque, un masque chirurgical comme je porte actuellement. Et du coup, ça m'a permis de créer un projet qui s'appelle Masque Handicap, qui m'a permis de créer un masque pour les sourds et malentendants pour la lecture sur les lèvres. Et du coup, bah, j'ai été portée par le mouvement en fait. Là, d'ailleurs, je peux voir Oui. sur le plateau que vous en avez amené un, si vous voulez. Voilà. Voilà. C'est Donc c'est un masque que vous avez créé, confectionné, pensé. c'est ça, c'est un masque complètement pensé de A à Z en fait. Faut savoir que dans le monde du handicap, c'est très compliqué parce que c'est très cher en fait. Et avec l'impression 3D et un bout de tissu, on peut tout faire à un moindre coût. Donc voilà. Super. Et vous, Manuel Alors on a eu toujours par contre dans la même veine des sollicitations de centres de rééducation pour quelques adaptations pour des besoins très précis. Après, il est évident que maintenant que l'industrie remarche, entre guillemets, on sent une sorte de désinvestissement quelque part de la cause makers, ou en tout cas de la légitimité qu'on pouvait en avoir au moins en début de crise à fabriquer ce genre d'équipement de protection individuelle. Alors sans doute une réorientation plutôt qu'une poursuite d'une manière très longue dans la confection de visières, mais en effet oui, il peut y avoir beaucoup d'autres voies à explorer grâce aux impressions 3D. Et est-ce que du coup, toute cette expérience-là, vous, sur votre quotidien, sur votre façon de voir le monde, de penser les choses, ça a apporté quelque chose justement? Est-ce que ça vous a créé un nouveau regard sur différentes problématiques ou autres? À titre personnel, j'ai trouvé que cette crise a mis en exergue plusieurs types de personnes avec des comportements très différents dans ces soucis de santé aigus qu'on avait. Des gens plutôt paralysés et d'autres qui étaient très avenants envers les autres. Et ça a été très réconfortant dans ce moment où c'était un petit peu compliqué au jour le jour,
de voir des gens qui étaient vraiment très altruistes. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Si, justement, moi, c'est Mais, ce que j'ai envie de savoir, c'est vous, sur un plan de vue personnel humain, est-ce que, voilà, ça vous a, quand je dis transformé, c'est un grand mot, hein, mais est-ce que ça a en tout cas changé les perspectives dans votre vie? Est-ce que les rencontres que vous avez pu faire justement en coordinant ces choses-là ont pu vous créer de nouvelles idées, de vous lancer dans d'autres choses, un peu tout ça, quoi. Bah, moi, oui, parce que du coup, quand je parle de mon projet pour les masques, je sensibilise plus au monde du handicap, du coup. Et puis, ça m'a permis aussi d'avoir pu rencontrer de façon humaine les gens de francophiles et d'actuellement encore travailler avec eux sur l'achat et penser au niveau du filament, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et alors, j'aimerais que vous, voilà, pour un peu finir, que vous adressiez à notre public. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer justement par rapport à tout ce que vous avez vécu? Un, un truc que vous aimeriez bien à retenir sur cette expérience? C'est délicat comme question. Tout de suite, presque à froid. Moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'avec beaucoup de bonne volonté, on arrive à des choses qui sont vraiment très très positives. Je pense qu'on a rassuré beaucoup de gens. On a, je le crois, c'est un avis personnel, mais évité pas mal de soucis à quelques personnes, beaucoup de personnes même sans doute. Donc ce serait le message positif. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous les makers. Merci aussi aux gens tout autour, notre entourage, le CHU qui a petit à petit intégré ça dans ses pratiques également. Donc un message plutôt positif. Ouais. Merci beaucoup. Manuel François, Pauline Génard, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets de vie, projets professionnels. Et donc si on veut retrouver vos projets justement, on va dire, qui ont été lancés, où on peut les retrouver sur Internet, j'imagine? Alors il y a un site où tous les plans de la visière que je porte, qui a été validé par le CHU et le comité de lutte contre les infections nosocomiales, sont en open source sur le site GRE-Nable, Nable, que vous trouverez donc sur votre moteur de recherche favori, en différentes versions. Donc oui, tout à fait. Et moi, pour mon projet Entraide Maker France, ce sera sur Facebook. Entraide Maker France. Il y a le site entraidemakerfrance.org aussi. Et pour le projet de masque, ce sera sur Facebook, sur la page Masque Handicap. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci à vous. Et une bonne continuation, une bonne journée. Merci. Merci. Rebonjour et merci d'être toujours avec nous sur Internet. Et pour ce second plateau, nous allons avoir la chance de pouvoir converser avec Damien Bouévin, Pierre-Thomas Doutre et Clément Jacquelin. Alors, bonjour à vous trois. Et Bonjour. première question, comment allez-vous? Moi, personnellement, ça va bien. Bah oui, très bien, très content d'être ici et de valoriser toutes les belles actions qui ont été faites. Bah moi ça va très bien aussi, surtout en voyant toutes ces belles actions, voilà, ça fait chaud au cœur. Oh, super. Et pour cette première question, est-ce que tous les trois, vous pouvez me dire comment vous êtes retrouvés dans cette aventure, sachant que les visières et les masques ne sont pas votre première spécialité? Bah, je pense que pour nous trois, après, je pense que vous serez à peu près d'accord, mais on met le contexte, hein, on commence mi-mars, on a l'impression que tout le monde va mourir, qu'il faut sauver des vies et qu'il faut agir. Et donc à un moment donné, oui, on a des activités respectives qui sont dans la recherche, dans d'autres solutions, dans l'accompagnement sportif. Et puis on se dit, pendant un temps, on va tout arrêter et on va venir en aide pour aller sauver des vies. Alors on se dit comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice et puis voilà, on cherche comment on peut faire et puis voilà, pour moi c'était les visières. Donc au début on a commencé, on était 3 à 4 et puis après ça s'est étoffé et on s'est retrouvés, on était à 100, jusqu'à 100 personnes à produire des visières en continu.
pour aider les soignants et toutes les personnes qui en avaient besoin. C'est ça, exactement. Nous, de notre côté, on s'est retrouvés en pause dans nos activités, parce que nous, on fait de la médiation culturelle scientifique, donc on n'avait plus d'ateliers, d'animation ou de choses à faire. Et puis on s'est retrouvés vraiment dans un moment où on était capable de le faire, on avait le matériel pour le faire, on avait les compétences, donc en fait, on n'avait pas beaucoup de raisons de ne pas le faire. Très bien. Beaucoup d'initiatives, de belles initiatives et de belle énergie en tout cas. Et question pour Pierre-Thomas Doutre. Donc, vous faites un post-doctorat au laboratoire GSCOP Gscope, ouais. à Grenoble. Et est-ce que fabriquer des visières demande des qualités de bricoleur que vous pouvez retrouver dans votre métier, dans votre travail de chercheur? Oui, ça demande, il y a des qualités voilà, faut connaître aussi les technologies un petit peu pour utiliser les machines d'impression 3D, il faut être un petit peu bricoleur et puis voilà, disons qu'avoir fait un doctorat dans le domaine, ça aide un petit peu pour savoir comment faire, comment ça fonctionne et puis optimiser la production. Après, ma spécialité, elle n'est pas dans le plastique, elle est dans le métal, mais bon, c'est quand même des technos qui sont assez proches. Donc oui, c'est vraiment utile c'est utile d'avoir fait une thèse pour moi là-dedans, quoi, pour Et pouvoir faire ça. changer du métal au plastique, vous avez fait comment? C'était une gymnastique intellectuelle au départ ou c'est quelque chose qui est allé naturellement? Bah, en fait, à la base, je suis disons passionné par l'impression 3D de manière générale et donc j'ai été amené à travailler sur l'impression 3D métallique dans mon travail de tous les jours. Et bah, en fait, comme je suis passionné par ça, ben, chez moi, bien sûr, j'ai des imprimantes plastiques de type RepRap, quoi, ces imprimantes classiques qu'on peut acheter et que tout le monde peut avoir chez soi. Et donc, justement, comme ça me passionne, je me fabrique des objets, quand j'ai des choses qui cassent chez moi, je les imprime, je fais des pièces de réparation, etc. Et donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne, et c'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre, quoi. Tout simplement par la passion, en fait. Très bien. Clément Jacquelin, donc vous êtes à l'initiative du programme #Hôpitaux Champions. Alors, vous êtes également un ancien sportif de haut niveau et donc vous continuez de travailler dans le monde du sport avec votre entreprise 3D, Athlétique 3D. Et j'imagine que les qualités requises pour réussir au très haut niveau dans le sport ont été une force pour vous lancer dans cette aventure solidaire. Bah, le parallèle, on a essayé de le comprendre à un moment donné. Déjà, pourquoi on s'engage? On va dire c'est très simple d'un point de vue sportif, on a un objectif et qu'on sait vers quoi on veut aller. On va dire on a cette habitude de mettre une machine en route. Et là, bah, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il fallait sauver des vies. Il manquait des masques, des visières, des valves aussi, parce que tout est arrivé de la Commission européenne qui lance un appel pour recenser des imprimeurs 3D en capacité de fabriquer des pièces pour en venir là. Et puis en fait, bah, après, c'est une dynamique qui s'est mise en place. On dit, bah, nous, on a des technologies qui sont sous-utilisées. Et ce qui a été magnifique, à la limite, je dirais, c'est qu'on a eu un public, on a eu des supporters qui étaient là. Et c'est grâce à eux qu'on est allé aussi loin. C'est que derrière les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, Facebook, tous les autres, il y a eu un grand engouement, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu des plateformes de crowdfunding qui sont mises en place, un peu de partout, sur toute la France. Et je pense que je tiens aussi à les remercier parce que quand on est athlète aussi, on va de l'avant, parce que aussi on est bien supporté et on veut faire plaisir aussi aux supporters qui sont là. Et c'est toute cette alchimie et cet ensemble en tout cas qui a été mis en route. Très bien, merci beaucoup. Et vous, Damien Bouévin, donc j'ai lu sur Ecosciences, dans un article écrit par un de vos compagnons de route, Tristan Hamel, que vous avez créé toute une logistique pour récupérer les dons. Et est-ce que vous pouvez me parler de cette mise en place du cordon sanitaire? Après avoir commencé à faire des masques assez rapidement, en fait, déjà, on s'est rendu compte qu'on était très limité à continuer à faire ça intégralement nous-mêmes en interne. Et en même temps, on voyait sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, affluer vraiment des propositions de gens qui voulaient aider, qui avaient une machine à coudre, qui avaient du temps, des matériaux et tout et tout. Donc, à un moment donné, on s'est vraiment posé la question de comment se mettre à faire ça de manière distribuée,
vraiment avec des couturières à travers toute la ville, sans que ça devienne en fait un nouveau cluster en fait, et que cet élan de solidarité se transforme en nouvelle occasion de contamination. Donc on a mis en place tout un protocole où on séparait clairement chacun des acteurs. En fait, on ne s'est jamais rencontré physiquement. On n'aura jamais rencontré physiquement les jusqu'à 40 couturiers et couturières qui nous ont aidés, parce qu'on passait par des bénévoles à vélo que eux-mêmes ont minimisé les contacts physiques, on se rencontrait dans la rue, en bas des immeubles, on déposait le sac au sol, on reculait et l'autre personne venait le chercher, et c'était pareil dans l'autre sens pour les couturières, et on avait mis en place un protocole de stérilisation dans des cocottes minutes des masques, pour vraiment s'assurer que quand le masque, les pochettes de masques arrivaient auprès des associations et des professionnels sociaux qu'on fournissait, ils soient stériles et dans des poches sous vide. Très bien, je vous remercie. Alors, une question pour tous les trois. S'il y a bien quelque chose qui ressort de vos initiatives qu'on pourrait réellement mettre en commun, c'est que ce sont des initiatives qui ont été possibles, en partie en tout cas, grâce au numérique, grâce aux outils que Internet peut nous offrir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des réseaux que vous avez construits, comment ça s'est construit et comment mettre en place justement des machines comme celle-là? Donc on parlait de hashtags, de crowdfunding, sur Facebook, des groupes Facebook se sont mis en place, etc. Comment vous avez fait un peu tout ça? Quels sont un peu ce retour d'expérience autour des outils du numérique que vous avez pu utiliser? Utilisation du numérique, nous on le doit, je dirais, à 100% du numérique. C'est juste parti d'un tweet sur Twitter en disant que on va répondre à l'appel de la Commission européenne. On a 10 machines qui sont disponibles. Et à partir de là, donc je remercie des collègues, je remercie Simon Fourcade, mon jeune frère Emilien aussi, qui m'avait transmis, parce qu'ils avaient vu aussi les infos. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais on se dit, on y va, on met juste ce tweet-là et ça prend une ampleur. Parce qu'on commence à mettre à disposition 10 machines pour aller fabriquer en urgence des visières et des masques. Et d'un coup, c'est parti. Donc ouais, c'est la magie des réseaux. Et c'est la magie des réseaux, mais en plus, ça recrée du lien. C'est bizarre, mais j'en profite, mais Pierre Thomas, on se connaît depuis, je sais pas, ça doit faire au moins 6 ans maintenant qu'on se Quelque connaît. chose comme ça, ouais. Parce que j'avais été étudiant à Grenoble INP en école d'ingénieur, et lui il a débuté sa thèse et on avait commencé à travailler ensemble sur des pièces titane pour le sport. Il m'accompagnait beaucoup, c'est quelqu'un de très bon là-dedans, dans cette expertise-là. Et puis voilà, donc après, bien sûr, on se perd de vue parce qu'on a des boulots qui sont différents respectivement. Et puis là, on s'est retrouvés, on avait envie de s'entraider et ça me fait juste super plaisir d'être là avec lui aujourd'hui. Donc la magie des réseaux, oui, et ça a aussi en plus recréé du lien. Merci Clément. C'est vrai que cette notion, le truc que je retiens le plus en termes d'outils numériques qui nous ont servi, c'est vraiment des outils de réseau, que ce soit le Discord à un niveau national, Entraide Covid Maker, qui était un Discord qui a été lancé à l'initiative du youtubeur Monsieur Bidouille, et qui a mobilisé pas mal de personnes. Et c'est à travers ce Discord-là qu'on a récupéré le patron des masques en tissu qu'on a fabriqués et distribués. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet de masque à travers la France, qui ont fait les patrons, celles qui les cousaient, qui les testaient et qui nous ont vraiment permis d'économiser des semaines et des semaines de R&D si c'est nous qui avions eu à le faire nous-mêmes. Nous, l'action sur la France est partie de Paris, de Anthony Sediki. Et en fait, il y a plein d'endroits qui sont montés en France, dans différentes villes, notamment Grenoble. Et donc nos supports, on échangeait beaucoup sur Facebook, on faisait de la com sur Facebook, les gens nous rejoignaient justement via ce média. On a commencé, on était 4, 5, 6, 7, etc. Et on s'est retrouvés à 100, à 100 particuliers, à avoir des machines chez soi et fabriquer dans sa cuisine, fabriquer dans son garage pour apporter justement sa pierre à l'édifice, etc. pour aider les soignants. On a mis toute une logistique en place où il y avait des ramassages qui étaient organisés quotidiennement. Donc les voitures,
il y avait des voitures qui venaient chercher donc, les visières qui étaient fabriquées. Les visières étaient montées dans des entrepôts. Donc là, il y avait une dizaine de personnes qui montaient des visières en continu pour les livrer. Il y avait des jours où on fabriquait 800, 900 visières à la journée. Donc sur l'action au total, avec nos amis de Voiron, on a fait à peu près 20 000 visières sur Grenoble. Et tout ça, c'est parti voilà, de Paris, d'Anthony, qui a lancé l'action. Et donc on s'est fédéré justement autour de ce groupe Facebook. 20 000 visières, c'est une somme, c'est assez impressionnant en tout cas. Et alors, une question également sur ces aspects communicationnels aussi via le numérique. On entend beaucoup parler encore aujourd'hui justement que les réseaux sociaux sont vecteurs d'informations intox, infox, etc. Et comment vous aussi, alors peut-être particulièrement Damien qui travaille dans la question de la médiation des sciences et du savoir, mais ça s'adresse aussi à vous trois, comment justement gérer aussi cet afflux, cette énorme, on va dire, cette énorme connaissances qu'il y a sur Internet, et comment faire pour que les bons messages passent et comment vous allez faire passer vos messages sans que ce soit mal interprété ou justement que ce soit bien compris, quoi. C'est vrai que je pense en particulier au cas du masque, les masques en tissu. Tout le monde se rappellera alors j'ai oublié son nom, la porte-parole du gouvernement à l'époque. Sibeth Ndiaye. Voilà, qui avait dit oui, mais regardez, même moi je ne sais pas comment porter un masque et tout et tout. Bon, ça avait fait rire sur le coup pas mal de monde. Mais en fait, force est de constater que peu de temps après nos premières livraisons de masques, quand moi j'allais sur le terrain pour récupérer des retours d'expérience et tout, bah en fait j'ai constaté que, bah ouais, en fait beaucoup de gens portaient le masque et c'est pas quelque chose à leur reprocher, en fait c'est juste que ce qui peut nous paraître évident parce qu'on a fabriqué le dit masque en question ne l'est pas forcément pour quelqu'un auquel on le donne. Et nous, on était sur un système de double bride, typiquement, celle du bas. Plein de gens l'enfilaient pas en fait. Elle pendait devant et ils avaient mis juste l'autre qui est à l'arrière de leur tête. Des petits détails dans ce genre, mais qui du coup nous ont poussé à produire une notice qu'on a revue plusieurs fois pour qu'elle soit de plus en plus claire. Et ça a été le cas aussi par la suite sur le Discord où au fur et à mesure de retour d'expérience du terrain, on se rendait compte, ah bah ça, il faut que ça soit plus clair, il faut que l'entretien du masque, ça soit plus clair, etc., etc. Je pense que sur la question de, en tout cas, bien comprendre les flux d'informations qui venaient et savoir ce qu'on pouvait dire et pas dire, et je tiens à remercier aussi parce que ça allait très vite, mais très rapidement aussi, on a quand même eu des bonnes informations qui sont arrivées. Et je pense en particulier à la Commission européenne qui avait lancé cet appel et ils voyaient l'engouement. Ça oui, ils voyaient l'engouement. Et au bout de quelques jours, ils nous ont appelé, ils nous ont dit, mais par contre, faites très attention, ne communiquez pas sur le mot protection. Ce ne sont pas des masques de protection, ce ne sont pas des visières de protection, ce sont des dispositifs barrières. Parce que le mot protection fait appel à des normes, fait appel à des procédés de certification et de validation. Et si on n'a pas ces normes-là, on ne peut pas utiliser le mot protection. Et ça, en fait, ça a été aussi un grand déclic. Parce que d'un coup, on a voulu, enfin en tout cas sur la communauté qui nous souhaitait, qui nous accompagnait, on a transmis cette info au maximum dans tous les messages. Et je pense que ça a généré un peu de la confiance et de la confiance pas que côté imprimeur 3D, mais même auprès de partenaires d'entreprises. Je pense à Capgemini, la MGEN qui nous a aidés, qui a financé plus de 1000 bobines pour 1000 imprimeurs 3D sur toute la France. Ça a généré un gros contenu sur 3dchampion.org avec ce hashtag que vous avez dit, hôpitaux champions. Et voilà, ça a été juste incroyable et je tiens vraiment à les remercier parce que voilà, c'est aussi, on est dans un contexte où on voulait aller vite et faire des choses, c'est sûr, bien. Mais voilà, il y a des choses aussi où on se doit de se conformer à certaines règles, et en particulier sur le vocabulaire qui est utilisé pour ne pas tromper les utilisateurs. Et ça a été en tout cas une belle pierre qui a permis cette belle construction en tout cas. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi Clément. Donc on avait aussi cette problématique de visière anti-coronavirus. En fait, on ne peut pas vraiment dire les choses ainsi. Il faut vraiment faire attention à son vocabulaire pour rester dans les clous de la législation en fait. Et donc on avait aussi mis en place toute une notice
d'utilisation de la visière, comment il fallait l'utiliser, etc. pour qu'il n'y ait pas de risque. Donc toujours dans cette volonté d'aller le plus rapidement possible, mais il faut faire attention toujours à ça. D'accord, je vous remercie. Et justement, donc, vous parliez de la Commission européenne, des pouvoirs publics en général. Comment ces pouvoirs publics, vous les avez sentis réagir à vos initiatives? Est-ce que vous pensez que justement la communauté maker, la communauté voilà, des bricoleurs do-it-yourself, a pu réussir à faire passer un message, à faire passer en tout cas, à montrer que ça a été utile? Ouais. Je pense qu'il y a une peur hein, de voir le mouvement. C'est vrai que d'un coup, on est passé de système où on a l'habitude de centraliser tous des flux de production. En particulier, l'un des principaux problèmes qu'on avait eu, c'était pas tant la fabrication, c'était le transport de ces solutions-là. D'un coup, on a complètement décentralisé cela, mais je pense que c'est bien et il faut le voir de manière complémentaire par rapport à ce qui existe. Et c'est pas contre quelque chose, c'est plus un complément face à certaines situations. Et si c'est bien organisé, si derrière ça rentre également dans des objectifs, dans des volontés de relocalisation, d'entraide, de valoriser les travaux sur nos territoires, ben, je pense que, en tout cas, ça pourrait être un bel avenir. Pour moi, Clément, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, parce que justement, cette communauté qui a vu le jour avec le coronavirus, justement, et ben en fait, on s'est rendu compte qu'on était capable de produire en masse rapidement, de s'organiser rapidement, donc d'avoir une forte adaptabilité, une réponse vraiment importante, et ça pose des questions voilà, aujourd'hui, on fabrique beaucoup de produits à l'étranger, et avec ces technologies, est-ce qu'on ne pourrait pas justement aller vers une relocalisation de la production en France? Et c'est des choses qui, aujourd'hui, c'est des questions sociétales qui sont assez importantes, notamment suite à cette crise sanitaire. Il y a eu des hauts et des bas, c'est sûr, dans cette histoire, surtout quand vraiment les normes ont recommencé à prendre du poids dans cette affaire, quand il y a eu une première norme temporaire, la norme AFNOR, qui a duré pendant 2-3 semaines à peu près. Mais après, au fur et à mesure que de nouvelles normes plus établies arrivaient, il devenait, pour le cas des masques tissus, de plus en plus quasiment impossible pour des couturiers et couturières amateurs ou des groupes locaux de faire les choses dans la légalité d'un point de vue de la norme. Ça demandait vraiment des tests totalement inaccessibles pour des groupes locaux de makers et makeuses. Et clairement, les nouvelles normes n'étaient pas du tout adressées en fait à des particuliers. Elles étaient vraiment pensées pour des industriels. Du coup, elles n'intégraient pas en fait cette possibilité qu'il puisse y avoir cette souplesse et cette réactivité par des petits groupes dont ça n'est pas le métier. Donc ça, à la rigueur, si le besoin devait se refaire sentir à l'avenir, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait retravailler, je pense. D'accord. Et alors, parce que là, on parle de visières et de masques. Alors déjà, on peut remercier pour les visières que vous voyez Pierre Thomas. C'est visière solidaire. Oui, Grenoble. bien sûr, visière solidaire, hein, évidemment. Mais alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, voilà, très concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Donc là, je vois sur la table ou un peu des prototypes, des réalisations. Est-ce que voilà, vous pouvez un peu nous parler de vos prototypes et de vos produits alors, allez, commencez. Du coup, nous, durant le confinement, vu que nos activités étaient, pour ainsi dire, à l'arrêt, on a monté une opération de fabrication de masques, d'abord vraiment nous-mêmes, dans un appartement entre amis avec plein de machines à coudre. D'ailleurs, je remercie Tristan Hamel pour son appartement qui s'est transformé en véritable usine textile pendant plusieurs semaines d'affilée. Et très vite, on a quand même atteint nos limitations. Donc, ce modèle-là, qui est issu du coup du groupe Discord Entraide Covid France, on s'est mis à le faire fabriquer par des couturières qui restaient chez elles et auxquelles on apportait les matériaux prédécoupés et prêts à être cousus.
Et pour ça leur marche apporter des comment, du matériaux, coup, récupérer des masques. votre masque, comment ça fonctionne dans les grandes lignes, hein, évidemment. C'est 2 couches de coton gratté avec une couche d'un tissé en polypropylène au milieu, ce qu'on appelle du SMS. C'est un tissu, un tissé qu'on utilise dans le milieu médical. En fait, on s'en sert pour faire des pochettes pour mettre dedans les instruments chirurgicaux avant de les stériliser. Puis pour nous, on a été complètement sur la partie masque orienté 3D. Donc, on voit un beau prototype. Là, qui Oui, a voilà, tout simplement. Donc ça, c'en est une qui a été pas à pas en fait améliorée, optimisée. Ce sont des systèmes en fait de coques étanches, coques réutilisables, donc sur base de matériaux biodégradables. Donc toujours dans ce souci de circuit, économie circulaire. Voilà, tout simplement. Et puis, à l'intérieur, on a une partie filtre. Et puis là, on met en termes de filtre ce que l'on souhaite. Ça pouvait être, comme tu le recommandais tout à l'heure, si on suit les recommandations AFNOR, coton démaquillant, moitié de coton, en coton non tissé, jusqu'à des filtres SMS. Mais c'est quand même plus compliqué sur une petite surface comme celle-là d'utiliser du filtre SMS en respirabilité. C'est très dur. Bon, vraiment que vous soyez sportif, que vous voulez travailler la cage thoracique, c'est pas mal. Mais sinon, voilà. Donc en fait, l'utilisateur gère après son degré de filtration en fonction des zones dans lesquelles il est exposé. Et puis voilà, toujours dans une logique de recyclabilité et de partage pour que d'autres puissent le faire également. Alors nous, le principal produit, c'est la visière, initialement. Après, on a eu des demandes aussi de ce genre d'objets. Donc c'est des straps qui permettent de tendre les élastiques des masques, en fait. Ça évitait à certaines personnes d'avoir l'arrière des oreilles qui était lacéré. Et là, on a aussi un deuxième produit, en fait, qui se met comme ceci sur un masque et en fait qui évite de faire de la buée sur les lunettes. Donc c'est intéressant pour les porteurs de lunettes. Je comprends tout à fait cette problématique. Et du coup, donc tout à l'heure, Clément, Jacqueline et Pierre-Thomas Doutre, vous disiez que justement vous étiez retrouvés un peu grâce au réseau, vous êtes retrouvés humainement, parce que vous vous connaissiez d'avant, vous êtes à nouveau ensemble. Et justement, cette question des réseaux, du numérique, qu'est-ce que vous en retenez, vous, à titre humain, sur le plan humain, qu'est-ce que vous en retenez de tout ça? Des rencontres peut-être, ou de nouvelles rencontres, justement? L'intégration du numérique, ça a permis on va dire, dans cette situation-là, de très vite étendre les personnes avec qui on voulait se connecter et travailler ensemble. Voilà, moi c'est ce que je retiendrai, parce qu'à l'issue de la période du confinement, pour ma part, j'ai rencontré en particulier 2 personnes qui sont fans de 3D, un qui s'appelle Jérôme, l'autre Eric, et ils viennent à des moments dans le cadre de missions pour l'activité, actuellement, aider l'activité, soit pour entretenir les machines, soit pour aider pour la fabrication de pièces. Et en fait, je suis extrêmement content d'avoir rencontré des personnes comme ça durant cette période-là, parce que je pense que s'il avait fallu faire sinon du recrutement, une autre démarche, on va dire, plus conventionnelle, avec savoir est-ce qu'elle va s'adapter ou pas à l'entreprise, là, véritablement, je vais vous dire, j'ai rencontré des personnes avec qui on partageait les mêmes valeurs. Je savais qu'ils étaient bons au niveau de leurs compétences techniques. Et puis, voilà, au bout de quelques heures, ça fit extrêmement bien. Et donc, voilà, l'intégration du numérique dans ce contexte-là, ça a complètement ouvert les champs des possibles pour faire les bonnes rencontres et vouloir continuer ensemble. Vous, Damien, des bonnes rencontres aussi grâce au numérique? Ça a surtout renforcé des rencontres et si éventuellement ça nous a fait prendre contact avec le RAFU, qui est grosso modo le réseau des Fab Labs et des lieux comme ça, plus majoritairement universitaires sur Grenoble. Le réseau des ateliers de fabrication de Grenoble. C'est ça. Voilà. Donc, très bien, en tout cas, je suis heureux de voir que l'outil numérique a été utilisé pour vous et ça a été quelque chose de positif. Et donc, pour finir, voilà, je voudrais que vous vous adressiez à notre public. Un peu le même exercice que tout à l'heure pour la première partie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent? Pour vous, quel message doit être encore à faire passer? Pour moi, la solidarité. Voilà, c'est vachement important, surtout dans la période qu'on vit aujourd'hui. Et c'est cette belle solidarité qui a eu lieu, qui a permis toutes ces belles actions, qui a permis, comme le disait Clément, de sauver des vies. Voilà, pour moi, c'est la solidarité.
Bah pour moi, je vais me permettre de juste reprendre les mots de Nicolas Dufourc de BPI France, puisqu'il y a eu, il y a quelques jours de ça, début octobre, l'événement Big qui a eu lieu à l'Accor Arena, mais qui a été fait en visio et non en réel. Et je vais juste reprendre ces mots parce que ça m'a fait extrêmement plaisir en fait, parce qu'en tant qu'ancien sportif qui veut prendre d'autres voies de construction personnelle, de démarche humaine aussi, de se connaître soi, bah, je suis très content qu'il ait énoncé ces mots. Et ça reflète énormément ce qu'on a vécu tous ensemble. Mais je crois qu'on peut être fier d'être voilà, une génération de jeunes qui soit entreprennent, soit qui veulent faire bouger les choses, mais en tout cas qui bousculent et qui vont vers les bourrasques. On n'a pas peur de se confronter aux bourrasques pour aller chercher et porter nos vents de liberté et de solidarité. Comme c'est beau, carrément. Moi, ça serait surtout de dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans quelque chose ou faire quelque chose, même si on ne l'a jamais fait. Je prends, nous, notre cas de figure, l'appartement dont je parlais au début, en fait, on a appris à coudre au passage en fabriquant des dizaines puis des centaines de masques. Mais on n'avait jamais fait ça et j'ai appris à coudre au passage, comme quoi il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des choses nouvelles et que ça reste important. Bien, merci beaucoup à vous trois, Damien Bouévin, Pierre-Thomas Doutre, Clémence Jacquelin. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. À l'heure actuelle, pour vos initiatives, où pouvons-nous les retrouver encore aujourd'hui sur les réseaux ? Oui, amplement, le réseau sur le site internet 3dchampions.org qui est toujours en ligne et puis avec le hashtag Hôpitaux Champions pour revoir tout l'historique de ce qui s'est passé sur différents réseaux. Alors, nous, l'action Visière Solidaire se formalise d'un point de vue juridique. Il y a eu création d'une association qui s'appelle Maker Solidaire. Donc, il y a un groupe Facebook qui existe sur Maker Solidaire, donc qui est en train d'être créé. Et justement, tous ces produits-là, vous pouvez les demander par mail. Vous aurez le mail en bas de la vidéo. Pour pouvoir contacter. Mais au-delà de ça, j'aimerais aussi remercier des entreprises qui nous ont aidés en nous fournissant de la matière première, comme Capifil et Office Dépôt, qui ont été vraiment, c'était très important pour nous d'avoir ce soutien. Et aussi, on a mis une cagnotte en place avec des donateurs, et donc de remercier les donateurs, parce que sans toutes ces aides-là, on n'aurait pas pu produire autant de visières. Donc merci à eux. Nous, pour retrouver nos activités plus habituelles de médiation culturelle scientifique sur tout ce qui est biologie et environnement, on peut nous retrouver surtout sur les réseaux sociaux pour l'instant. Il suffit de rechercher Nemeton, le Biolab de Grenoble, Nemeton. Alors, je vous remercie tous les trois, je vous remercie aussi les deux premiers intervenants. Et voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à l'association Entraide Maker France d'avoir organisé cette émission avec le soutien de la Fondation Free. Je tiens à remercier l'équipe de la Maison de l'Image pour nous avoir accueillis, ainsi que les jeunes de la mission locale et du programme Digitalant qui se sont occupés de la technique. Merci à vous tous. Merci également au Festival Transfo qui, tout au long de la semaine, a proposé une programmation sur les enjeux du numérique et du monde de demain. Retrouvez sur son site festival-transfo.fr toutes les infos sur les conférences de la semaine et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et restez curieux.